Ouais, c'est bon. Donc, il y a à peu près 2 ans, je pense, Olivier, tu m'as interpellé à juste titre sur cette idée que il y a une crise du logement qui était en train de s'intensifier et qu'elle allait forcément concerner aussi les dirigeants d'entreprise. Euh, et on a pris un peu notre bâton de pèlerin. Enfin, toi, tu as appelé Karen pour monter ce groupe et on s'est mis d'accord avec les trois coprésidents de l'époque pour monter ce groupe au sein des DRO. On a chacun rameuté un peu. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai intérêt sur le sujet et pour autant une difficulté à mobiliser. Il y a eu plusieurs événements, dont un événement à la CCI qui a été remarqué et remarquable, en présence notamment d'élus, mais aussi de différents acteurs. Et là, Dont l'idée, c'était un l'équipe peu. d'Action Logement, c'était la semaine du logement avec la CPME. Et là, l'idée aujourd'hui, c'est de boucler cet atelier, d'en faire un petit bilan avec la présentation de l'étude sur Saint-Nazaire notamment. Et donc, bah, je vais te laisser introduire plus précisément ce qu'on va faire ensemble ce matin. Ouais, alors peut-être que Guillaume puisse se présenter, ensuite Karl, et puis Olivier et Céline, afin de ensuite passer à la présentation. Et Patrick, surtout, qui est aussi à distance et qui est, rendons à César ce qui est à César. C'est via Patrick Fontaine que cette idée, lorsqu'on a adhéré à DRO, lorsque Aetika, que Patrick a créé il y a une vingtaine d'années, a adhéré à DRO, moi j'y étais dans le cadre de mes fonctions précédentes. Et dans les échanges avec Patrick, est apparue cette nécessité de pouvoir porter à l'échelle d'un réseau de dirigeants d'entreprise cette problématique qui, par ailleurs, dans les différents réseaux dans lesquels on est, je pensais notamment à l'ANDRH ou à l'APEC, où on peut avoir entendu les difficultés de recrutement d'entreprises, les difficultés de fidélisation de collaborateurs, et la nécessité de pouvoir apporter des réponses en additionnalité, en complémentarité avec les dispositifs existants. Et c'est la raison pour laquelle, dès le début, on a associé Action Logement à travers Olivier, Joachim, et puis après, il nous a fait le plaisir de t'associer, Céline, à cette démarche, de façon à bien remettre tous les dispositifs mis en œuvre par Action Logement à la connaissance des dirigeants d'entreprise. Ça a été l'une des premières réunions. La deuxième a permis, autour de Xavier Lépine, le président de la start-up Néo Proprio, dont le représentant est Guillaume ce matin, de pouvoir présenter une solution visant à être acteur d'un parcours résidentiel, d'un parcours abordable, enfin d'un parcours d'accès à la propriété abordable pour les classes moyennes. Euh, cette action s'est prolongée par une contribution de DRO sur cette thématique du logement des salariés dans le cadre du grand débat lancé par la ville, la fabrique de la ville écologique et solidaire, je crois, de mémoire, qui a fait l'objet d'une production finale dans laquelle on retrouve cette thématique et la nécessité de se mobiliser sur le territoire de la métropole sur ces enjeux de logement des salariés. On a eu une difficulté malgré notre bonne volonté, c'était la mobilisation de dirigeants. L'objectif de ce matin, c'est de rendre compte d'une étude, et je comprends pas, Alain s'est connecté tout à l'heure, je vais essayer par SMS, mais d'une étude qui concerne le bassin d'emploi de Saint-Nazaire. Il est là, Qui... Alain. Il est là, Alain? Je le vois pas. Oui, oui, je suis revenu, effectivement. Ah, J'étais resté sur l'ancienne session, j'en entendais plus rien. ah Et oui, j'ai c'est vu le ça. message arriver là à l'instant. Ouais. Ok. Bah, merci Bonjour beaucoup. en tout cas. Oui. Voilà. Merci. Et donc, cette étude, elle a l'avantage de pouvoir partager une problématique, un diagnostic et peut-être des solutions.
Pour votre information, compte tenu que on est le 18 décembre, qu'il y a pas mal de dirigeants de DRO qui nous ont dit c'est le jour des pulls de Noël, nous sommes mobilisés et vraiment merci à Alain, à Olivier, à Céline de s'être mobilisés ce matin. On va rendre cette vidéo à l'ensemble des participants et on en rendra compte également lors d'une prochaine AG. Mais l'objectif, c'est bien de conclure un échange à partir d'un exemple qui est celui du bassin d'emploi de Saint-Nazaire. Voilà pour le contexte et peut-être en attendant qu'on arrive à projeter que ceux qui sont en distanciel et qui ne se sont pas présentés se présentent et puis après on passera à la salle. Peut-être Guillaume. Oui, bonjour, Guillaume Pasquier, donc représentant de Néoproprio, dont vous avez déjà entendu parler avec l'intervention précédente de Xavier Lépine dans une précédente réunion. Donc une solution pour fluidifier, rendre accessible le prix du logement pour les primo-accédants en particulier. Non. Ok, merci Guillaume. Est-ce que Alain, tu nous entends? Oui, là, on t'entend, Olivier. Ouais, mais c'est Alain que je souhaitais. Oui, donc bonjour, Alain Bette, directeur général adjoint, Habitat et Logement, Saint-Nazaire Agglomération. Merci. Patrick, si tu nous entends encore, normalement. Oui, bien sûr, mais pas grand-chose de plus à dire sur la présentation que tu as faite. Moi, je suis très heureux d'être à l'initiative de cette réflexion, si tant est qu'elle soit largement partagée par tout le monde. Et j'espère que le travail de DRO associé à Néoproprio, Action Logement, permettra de trouver enfin des solutions si on veut que ce territoire reste un territoire d'attractivité et compétitif pour l'emploi. Merci Patrick, effectivement, espérons que des suites puissent être données, mais je crois que c'est l'enjeu d'une des conclusions de l'étude. Donc voilà, peut-être Karl pour en présentiel. Mon micro, c'est bon, on m'entend peut-être? Ouais, c'est bon. C'est bon. Bonjour à tous, ravi d'être présent aujourd'hui. Je suis Karl Rio, responsable de rencontre pour le cabinet Lefebvre Immobilier. Donc, je remplace et représente Cédric Lefebvre aujourd'hui. Petite particularité, vous la connaissez, je pense tous. Aujourd'hui, on construit des solutions pour faciliter l'accès au logement pour certains publics, contrats précaires, donc les salariés intérimaires, par le biais du FAST depuis une dizaine d'années. Et depuis 2 ans, on accompagne Audience, donc les publics de la culture et de l'information, donc les intermittents du spectacle, les journalistes, les pigistes. Voilà. En tout cas, merci. Effectivement, le cabinet Lefebvre est fidèle depuis le début et nous avions avec Cédric eu une présentation de ces initiatives et on décline même peut-être, nous l'espérons, des opérations avec le FAST qui pourront inspirer des territoires. Si on y arrive, vas-y Olivier. Ok, Olivier Joachim, directeur régional Action Logement, et évidemment centré sur tous les sujets qui peuvent produire du logement, notamment pour les actifs et pour favoriser l'attractivité économique de notre belle région et notre beau département. Céline Hulot, directrice régionale adjointe client. Donc moi, ma spécificité, c'est de contribuer à faire rayonner les aides et services Action Logement sur l'ensemble du territoire. Voilà. Super. Et Lilo? Moi, c'est Lilo, donc je travaille chez dirigeant responsable Océan Loire-Atlantique Vendée. Voilà, nous on appelle ça encore DRO, on a du mal à Oui. passer au nom dirigeant responsable Atlantique Vendée avec Xavier. On a décidé d'être des DRO perpétuels. En tout cas, merci. Est-ce que ça fonctionne pour la présentation? Vous allez pouvoir la partager? Oui. Donc Lilo, je te laisse la main. Est-ce que vous voyez, Non. C'est en cours, visiblement. Ouais. Bon.
Ah, on a l'écran. Voilà. Voilà, super. À passer en mode plein écran, puis ce sera parfait. de mon retard. Bonjour à tous. Salut Olivier. Bah tiens, profite-en pour dire qui tu es, le temps que. Oui, bonjour à tous. Je suis donc Olivier Ramé, directeur général de Néo Proprio. Merci aussi d'être présent, fidèle depuis le début pour accompagner la réflexion autour de cette thématique. On y reviendra tout à l'heure. À toi donc. Ouais. Voilà. Alors, je reprends comme flèche. Donc, l'objectif ce matin, effectivement, c'est de vous présenter, alors de manière light, hein, parce que l'enquête était quand même assez touffue, donc voilà, on va essayer d'aller à l'essentiel et de vous présenter effectivement ce qui en est ressorti de cette démarche réalisée auprès des entreprises de l'agglomération de Saint-Nazaire. Donc, elle a été réalisée en décembre 2024 et on l'a initiée au mois de novembre. Donc, voilà, on a été efficace et de manière très opérationnelle durant un mois pour récolter le maximum de données. Donc, ça va se dérouler ainsi. Je vais vous recamper le décor du contexte et des objectifs. Ensuite, une présentation du profil des répondants. Et ensuite, eh bien sûr, rentrons dans le vif du sujet pour vous présenter le contenu de l'enquête. Le contexte et les objectifs, en fait, ils formatent tout ça dans un cadre plus global. La Direction régionale d'Action Logement, donc Pays de la Loire, participait à un groupe de travail qui a été piloté par Saint-Nazaire Agglomération sur la thématique du logement des salariés et auquel sont associés un bon nombre d'acteurs sur l'agglo, dont une task force qui est portée par la préfecture. Et donc, dans ce cadre-là, on a été sollicité pour mettre en place cette étude prospective auprès des entreprises pour parvenir à estimer un volume prévisionnel de recrutement qui génère des besoins en matière de logement pour les futurs salariés, et ce, dans un horizon à court terme et à moyen terme. Donc, on les a questionnés sur un horizon à 5 ans. En parallèle, la commune de Saint-Nazaire-Agglo, enfin l'agglo avait mis en place également une enquête spécifique qu'elle portait. Donc, ça a permis de croiser des données et d'aboutir à des conclusions similaires. Et donc, on y arrive. La cible était toutes les entreprises du territoire nazérien, cotisantes ou pas. C'est-à-dire que, je reprends un peu le décor, Action Logement, donc notre ADN, c'est le logement social, c'est la cotisation, enfin, nos ressources sont portées sur la cotisation des entreprises de plus de 50 salariés, mais pour autant, on délivre des services à toutes les entreprises de plus de 10 salariés. Donc là, l'idée, c'était d'être vraiment exhaustif et de pouvoir avoir une vision globale de tous les besoins, quelle que soit la typologie de l'entreprise. Donc, comme je vous le disais, l'enquête, on l'a réalisée sur un court terme. On a mobilisé notre équipe, notre force commerciale pour réaliser ces entretiens et relancer le maximum d'interlocuteurs pour avoir un échantillonnage le plus fiable possible et le plus important. Et l'objectif de cette enquête, c'était d'estimer les besoins territorialisés des entreprises en termes de logement, de déceler potentiellement des opportunités foncières également, pouvoir imaginer, voir si certaines entreprises avaient du foncier à mettre à dispo pour contribuer et répondre à ces enjeux. Et puis, nous avons un outil porté par Action Logement, qui est le DEL, alors un acronyme, Diagnostic Emploi Logement, qui est un outil digital et qui permet, c'est un outil de commercial, et qui permet d'être dans la prospective et le questionnement des entreprises pour arriver à bien comprendre déjà leur organisation, leurs enjeux, leurs difficultés, et se projeter sur ensuite des cartographies à différentes échelles pour mieux connaître le territoire et ensuite mieux cibler nos investissements locatifs. Donc ça, c'est un outil qui est en phase pilote aujourd'hui, on déploie largement à partir de l'année prochaine, et qui va être vraiment un outil pour nos équipes, et ensuite même pour les entreprises, puisqu'elles pourront récupérer de la donnée par rapport à la démarche globale que l'on a en fait.
Voilà pour le contexte. Alors, après, ça peut être interactif aussi, hein, si vous avez des questions, enfin, comment... Peut-être plutôt sur les suites, ouais. Ok. Peut-être ou en fonction de. Bah, il faut voir si elle est enlevée. Ouais. Le taux de retour. Alors, les établissements interrogés ont été de 160, répartis en 70 établissements de plus de 50 salariés, donc cotisants, et des entreprises de moins de 50 à hauteur de 90. Le nombre d'établissements qui ont répondu représente 46 pour les entreprises cotisantes, 11 pour celles qui ne le sont pas. Et ce qui nous permet d'avoir un taux de retour, eh bien, mais aussi par les actions qu'ont menées notre force commerciale, plus important sur le public cible des entreprises qui cotisent. Donc, on est à 65% de taux de retour sur les entreprises cotisantes. Globalement, on a... Alors, est-ce que... J'ai une petite pastille avec le petit village, c'est sympathique. Mais attends, en fait, je vais prendre ça pour pouvoir les moduler en fonction de ce que je veux dire. C'est dur. Ouais, ok. Donc, ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est que ça nous a permis d'avoir un taux de couverture des effectifs intéressant. C'est-à-dire que, comme la plupart des entreprises cotisantes, enfin, la majeure partie des entreprises cotisantes ont répondu, c'est elles effectivement qui portent le plus d'effectifs salariés sur le bassin navérien. Donc, effectivement, ça a un aspect de fiabilité des données et d'exhaustivité des données. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Le taux de couverture, bien sûr, était plus important sur les entreprises de plus de 5 ans, et globalement, on était sur 69%. OK? Merci. Alors, j'en arrive au profil des répondants. Donc, par rapport au segment d'entreprise, nous avons eu un taux de retour plus important sur les grandes entreprises, à hauteur de 64%. Ensuite viennent les ETI et les PME. Et en termes de taux de couverture, c'est-à-dire la couverture des salariés concernés, eh bien, on a effectivement, c'est logique, un taux de couverture plus large sur les grandes entreprises, à hauteur de 84%. Les ETI 60% et les PME de 46%. En termes de... Qu'est-ce que j'ai d'autre en termes de segment? Ça va être un peu redondant avec ce que je viens de dire. Voilà. Une forte mobilisation de nos entreprises aussi. Alors, par rapport au profil des répondants, les filières sur lesquelles on a observé un taux de retour majeur sont les filières de l'industrie, de l'énergie chimique et enseignement, économie sociale et santé médicale. Donc, ça a été les 3 secteurs d'activité sur lesquels on a observé le plus de réponses. C'est de voir ce que je peux vous mettre en exergue en complément, mais ce sera la présentation, vous l'aurez. Arrivons au contenu de l'enquête. L'objectif, c'était effectivement de faire un état des lieux des recrutements de l'année 2024, mais surtout de les interroger sur leur projet à venir. Je me permets juste une petite question, puisque ça nous a été proposé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une interprétation des profils des répondants? Parce que ce qu'on a pu vivre avec Olivier au travers de cette animation-là de l'atelier pour les DRO, c'est l'idée de dirigeants qui se sentent isolés, qui peuvent avoir des actions très diverses et très solitaires, comme par exemple acheter sur ses fonds propres un logement pour le louer à des salariés, ce qui est très très spécial d'un point de vue juridique notamment, hein. Et pour le coup, là, je vois qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui n'ont pas répondu parce qu'elles n'ont pas un service DRH, parce qu'elles ne gèrent pas elles-mêmes ce sujet. Ce qui semblerait vouloir dire qu'elles ont besoin qu'il soit délégué, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de besoin. Donc je sais pas comment vous avez traité ce sujet-là, mais il me semble que parmi les conclusions qu'on peut avoir nous, c'est un super sujet, mais en réalité on se sent désemparé pour le traiter à notre échelle.
C'est sûr que naturellement, notre relation, elle est plus ancrée avec les entreprises de plus de 50 salariés, puisque c'est effectivement les entreprises qui sont Cotisent. qui cotisent. Ouais. Voilà, c'est aussi les entreprises qui sont le plus structurées. Pour autant, on a des dispositifs, évidemment, effectivement, qui peuvent intéresser, déjà qui s'adressent à des salariés, des entreprises dont les salariés peuvent être inférieurs à ces seuils-là, jusqu'à 10 salariés. Donc, notre enjeu au travers de cette étude, c'est évidemment de ramener de la donnée, de la data qui soit exploitable, mais aussi globalement d'avoir sur le sujet une visibilité sur le sujet qui fait que des acteurs, des dirigeants d'entreprise peuvent s'adresser justement sortir de leur isolement pour essayer de traiter le sujet. On essaye au travers de cette visibilité de pouvoir être un interlocuteur parmi d'autres sur des projets qui concernent le logement des salariés. C'est un enjeu, mais la mobilisation, elle est effectivement la question de la mobilisation des entreprises, d'une manière générale, elle est parfois paradoxale. Elle est parfois paradoxale. Là, des entreprises qui insistent sur leurs difficultés de recrutement, de maintenir un tissu de ressources humaines et qui ne se sentent pas légitimes, ne mettent pas dans leur priorité le fait de se mobiliser sur le sujet du logement, parfois un petit peu compliqué. Donc voilà, c'est aussi notre enjeu avec le comité régional d'acculturer le dirigeant d'entreprise sur le fait qu'effectivement ces réflexions-là, elles sont plus simples quand elles sont partagées et quand on agite différents leviers. Sur le logement peut en être un, et évidemment loin d'être le seul. Il y a Alain qui a levé la main. Oui, pour apporter un élément de réponse. Parce qu'effectivement, on était tout à fait conscient de cette problématique d'accès à l'information pour les plus petites entreprises qui effectivement sont moins structurées. Et du coup, dans notre plan d'action en faveur du logement des salariés, on a intégré une action qui vise à mener des actions d'information dans les zones d'activité, puisque dans nos zones communautaires d'activité, on a souvent un manager de zone avec souvent des petits déjeuners une fois par mois sur des thématiques. Et donc, on a mené une première réunion de ce type sur la zone altitude à Trignac l'an passé, au printemps. Donc, et qui a plutôt donné des résultats satisfaisants, puisque derrière, les homologues d'Action Logement au niveau local ont eu plus d'une quinzaine de rendez-vous, de demandes d'informations complémentaires après cette réunion. Donc, on a trouvé que c'était plutôt un résultat satisfaisant. Donc, il va nous amener à mener à nouveau ce type d'information-là vers mars-avril sur une autre zone d'activité. Voilà, donc ça s'adresse vraiment aux petites et moyennes entreprises qui sont effectivement moins dans les viseurs de la collectivité d'une part, et puis aussi effectivement qui sont moins sollicités, qui sollicitent moins Action Logement pour ce qui concerne le domaine d'activité d'Action Logement Service. Donc voilà un élément de réponse que j'anticipe sur tout à l'heure, du coup comme ça je me répéterai pas sur ce sujet. Okay. Clairement, c'est à rejoindre le deuxième constat de notre travail, c'est qu'il y a une méconnaissance des outils déjà existants et qui sont des leviers importants de la part des entreprises. Et donc, c'est très bien qu'il y ait eu ces ateliers-là, parce que nous-mêmes, on s'est rendu compte en discutant avec les entreprises adhérentes à DRO que Action Logement et son offre étaient mal connues, d'où la mise en place de webinaires de présentation. Donc je retiens de ces deux axes-là, mais on verra si on les retrouve dans les conclusions. Agir ensemble, c'est un enjeu, et comment mobiliser ensemble les entreprises, et puis comment faire connaître l'offre de façon plus basique encore, et donc d'aller dans les zones d'activité paraît être un bon levier. C'est effectivement, je prolonge dans le constat qu'on avait fait. D'abord, Saint-Nazaire-Aglo était, à ma connaissance, dans l'anticipation sur ce sujet par rapport à d'autres territoires, en tout cas sur ceux avec qui
on peut être, hein, si je prends la référence de la contribution sur le grand débat métropolitain, c'était la première fois dans un document d'orientation que la question, le lien entre emploi-logement était aussi posé. Il avait pu être évoqué dans les documents de l'agence d'urbanisme, mais la collectivité ne s'est pas saisie encore, à mon avis, suffisamment de cette problématique pour en avoir récemment parlé avec soit les homologues d'Alain sur le territoire de la métropole, soit avec la direction du DEVECO, avec un constat qu'on avait fait, et Xavier s'en souvient, comme tous ceux qui ont participé aux réunions, parce que Olivier t'avait fait la présentation des dispositifs de cotisation. En fait, ça répond peut-être à la difficulté de mobilisation des entreprises elles-mêmes, c'est qu'elles considèrent que payant la fameuse participation à l'effort de construction, elles s'exonèrent de fait de s'engager plus activement. Pour la très grande majorité d'entre elles, me semble-t-il, ça c'est ce qu'on avait aussi nous entendu dans les échanges au sein du groupe, même si, et notamment vos précédentes interventions avaient permis, mais à l'instar de l'action de Saint-Nazaire-Aglo à destination des entreprises qui ne sont pas directement les plus cotisantes, de sensibiliser, et peut-être avez-vous eu, mais ça, on n'est pas les initiateurs, mais cette capacité cette campagne de sensibilisation a peut-être permis de répondre à un besoin. En tout cas, même si nos chargés de relations entreprises, j'ai plus le chiffre en tête, mais rencontrent 3000 entreprises par an, ou disons 3000 actions commerciales par an. Donc, il y a un travail de fond qui est fait, ciblé évidemment sur des entreprises de plus de 50, mais on n'oublie pas dans les actions, et notamment les actions collectives, les entreprises, les PME. Mais c'est sûr que le sujet, il faut le remettre. Tant qu'un dirigeant n'est pas confronté à cette question du logement, elle peut être sa 111e priorité dans toutes celles qu'il doit gérer au quotidien. Donc voilà. Donc, et puis, il y a un mécanisme, le monde du logement, c'est quand même un petit peu particulier. Voilà. Donc, faire savoir, communiquer, répéter les dispositifs, c'est notre enjeu au quotidien. Donc, toutes les capacités à sensibiliser les dirigeants. Encore une fois, il y a peut-être aussi parfois une différence entre les DRH, ceux qui sont en charge de l'emploi, du recrutement, qui sont mobilisés, qui connaissent globalement les dispositifs, en tout cas, qui savent faire le relais avec les dispositifs à Action Logement, et les dirigeants qui sont dans des visions plus stratégiques, moins opérationnelles, et qui peut-être, eux, sont moins au fait des acteurs sur ce territoire. C'est ça, il y a une information en middle management direct qui circule bien. Et effectivement, au niveau des décideurs, c'est parfois un peu nébuleux parce que la transparence n'a pas été faite, les informations ne sont pas remontées. Donc, il y a un travail de communication. Il y a Karl qui voulait intervenir. Oui, je me permets. Moi, j'ai aussi une vision un peu, c'est que je pense qu'il y a aussi une décélération depuis l'arrêt de Mobile Pass auprès des entreprises. Non, mais je le dis parce que ça, c'est important, parce que nous, on l'a vu, parce que aussi chez le Club Immobilier, on avait une société de relocation, donc on accompagnait les entreprises sur la mobilité des salariés, on va dire, sur le territoire. On a aussi accompagné des CSP+, etc. Et là où je veux en venir, c'est que je pense que pendant longtemps, on a eu ce discours de marque employeur, les entreprises étaient très touchées par le logement, mais parce que finalement, il y avait aussi, alors Action Logement a toujours été là, mais il y avait une aide supplémentaire pour justement pour que le sujet soit un peu plus animé. Et nous, on a eu le constat et on l'a vu, c'est que quand il y a eu ces arrêts-là, les entreprises, du coup, le sujet, il a vite été mis un peu de côté, et c'était plus forcément un sujet prioritaire. Et là, le sujet est vraiment descendu dans les priorités. Donc voilà, après, en même temps, je peux le comprendre, mais en même temps, je trouve ça assez paradoxal parce que ça l'a été pendant longtemps, pour certaines entreprises, et depuis l'arrêt de cette subvention et de cette aide-là, finalement, c'est plus devenu une priorité. Ok, peut-être prolonger les principales conclusions de l'étude pour permettre que on s'est donné jusqu'à 9h45 de mémoire, donc si on peut tenir le timing et aller vers, après le diagnostic, aller vers les conclusions et les solutions que vous avez envisagées, notamment sur le territoire de Saint-Nazaire. Alors, nous avons interrogé les entreprises sur les projets qu'elles pouvaient avoir sur les 5 premières années sur leurs établissements de Saint-Nazaire.
Et ce qui en est ressorti, c'est une augmentation du volume d'activité pour 33% d'entre elles, un remplacement suite au départ massif de collaborateurs et ex aequo avec des projets d'implantation et d'extension de sites. Et puis, pour autant, on a quand même quelques baisses d'activité pour 19% d'entre elles. Donc, on a en fait 2 tiers des entreprises qui sont concernées par au moins un projet d'augmentation des effectifs dans les prochaines années. Nous les avions interrogés sur leur recrutement de l'année 2024 et surtout sur leurs projections. Et ce qu'il en est ressorti, c'est des besoins. Donc, on les avait interrogés sur leurs perspectives à court terme, 1 à 2 ans et 3 à 5 ans. Donc là, je vous ai conservé la slide qui compile en fait toutes ces données. Donc, le besoin pressenti sur ces 5 années à venir est à hauteur de plus de 6 700 besoins de recrutement direct, donc en interne, hein, des CDI, des CDD, des alternants apprentis ou des activités saisonnières. Après, on leur a demandé de détailler les typologies de CSP dont ils avaient besoin, hein, des typologies de profils de poste. Donc, le recrutement total, les estimations qu'ils en faisaient, s'élevaient quasi à 4000 collaborateurs, ouvriers ou employés, 1600 avec un niveau de technicien et un peu plus de 1000 cadres sur ces 6700 besoins sur les 5 années à venir. On est bien exclusivement sur le périmètre de Saint-Nazaire-Agloire. Oui, on est uniquement sur là, vraiment, ce sont nos entreprises répondantes du profil initial. Hein. Vraiment absolument concerné. Et c'est des augmentations nettes de nombre de salariés. Enfin, je veux dire, ça inclut aussi les départs. Non, là on était dans des. Non, c'est du brut. Ça, c'est du brut. Exactement. Ok. C'est uniquement des recrutements sans tenir compte de la courbe. Ok. La démographie interne. Alors, justement, là, on est sur le net et le brut. On avait estimé effectivement, si on repart sur une estimation avec effectivement des départs de collaborateurs, plutôt à 5 à 6 000 sur 5 ans. Oui, c'est des remplacements. C'est un peu. Ouais. Ça, c'est la synthèse. Et donc, avec le distinguo, mais qui est à peu près équivalent, des prévisions de recrutement à moyen terme sur les 2 années à venir. Et il y aura Alors, nous les avons aussi interrogés sur leurs prévisions de recrutement externe. Donc, externe, j'entends des intérimaires, des sous-traitants. Et donc, les réponses apportées ont estimé à plus de 5600 collaborateurs attendus, demandés, en besoin pour cette périodicité de 5 ans, avec plus de 4000 ouvriers employés, 1200 techniciens et un peu plus d'une centaine, 150 cadres. Et c'est là où on arrive à peu près aux chiffres qu'on a vus dans le journal des entreprises, aux alentours de 15 000. Oui, c'est les 12 000. Il y a eu une petite inflation journalistique. Nous, le chiffre qu'on retient, c'est 12 000. 12 000 sur les 5 ans. Ouais. Et donc, ça comprend à la fois les intérimaires et les non-intérimaires. Tout à fait. C'est pas, effectivement, moi j'avais en mémoire 50, 15 000. C'est peut-être dans le journal des entreprises que j'ai vu un truc comme ça. Ou 13 000, je ne sais plus. C'est l'interview. Peut-être, Alain, peux-tu nous rappeler, c'était l'interview du président Samzin qui, je crois, il y a quelques mois, au moment avant l'été, avait fait cette annonce-là. En tout cas, c'était avant la bonne nouvelle de la confirmation du dynamisme des chantiers. Donc, peut-être que tout ça a été déjà anticipé. Et donc, sur ces recrutements externes, on en a 97. Oui, excusez-moi, j'avais un problème, ma souris ne fonctionnait plus pour rallumer le micro. Okay. Oui, je pense que c'est notre président qui a un petit peu poussé le chiffre, oui. Ok. Excusez-moi. Oui.
Merci. Pour aller, donc, c'est un Poursuis. Ah ouais, vas-y, vas-y. Ensuite, on les a interrogés. Enfin, l'enjeu, c'était d'arriver à comprendre ce lien entre le recrutement et les besoins de logement. Donc, on leur a demandé sur l'ensemble, donc sur du factuel, hein, pas sur des projections parce que c'était compliqué, donc sur un état des lieux et par rapport à leur recrutement de 2024, quelle était la part de ceux qui étaient déjà locaux et ceux qui, enfin, ceux qui n'habitaient pas sur le territoire et pour lesquels potentiellement on pouvait identifier un besoin de logement. Donc, on leur a demandé de décliner cela par typologie de structure de poste, CDI, CDD, alternant apprenti. Donc là, on a fait un cumul des recrutements directs et indirects. Et donc, ce qu'il en est ressorti, c'est que les salariés recrutés en 2024, donc là, on était sur le constat, hein, une situation avérée, sont issus du territoire local à 90%. Et néanmoins, eh bien, on constatait que 14% des CDI, 13% des alternants et 26% des saisonniers provenaient de l'extérieur du territoire nazairien, donc générant un besoin de logement avéré, effectivement, pour leur permettre de mener à bien leur mission professionnelle. Nous les avons interrogés également sur le parcours résidentiel des recrues qui venaient de l'extérieur. Quelle typologie de logement ont-ils besoin? Que recherchaient-ils? Des logements pérennes, des logements temporaires, de l'achat direct? Voilà. Et ça induit et ça influe complètement les projets qu'on pourrait avoir et les projets de l'écosystème local. Donc, ce qui en est ressorti de ce questionnement, c'est qu'effectivement, ils recherchaient à hauteur de 62% plutôt directement un logement pérenne. 31% un logement temporaire et certains, à hauteur de 8%, envisageaient d'ores et déjà de se lancer dans un projet d'accession. Peut-être que c'est des retours de collaborateurs qui connaissaient déjà le territoire, n'étaient pas dans une phase de découverte. Alors après, on les avait interrogés alors en parallèle sur le parcours. Et donc, on avait quand même un certain nombre qui étaient enclins à choisir un logement temporaire qui était un tremplin, une situation transitoire, avant de rebondir sur un logement pérenne. Et là, on était sur 16% des interrogés. Est-ce que du coup, vous avez, dans ces chiffres-là, vous avez réussi à identifier du coup typiquement les profils CDI ou intérimaires qui peuvent, s'ils sont dans les 40% de parcours logement locatif pérenne directement, est-ce que du coup vous avez réussi à être dissocié ou là pour le coup, non, alors, tous les profils? Alors c'était tous les profils confondus parce qu'en fait c'était, alors on a toute la matière pour retravailler, mais en fait c'était hyper complexe de retravailler par cible. Ok, je vois. Voilà. Mais c'est jouable, hein, c'est jouable de retravailler le nom. C'est vrai que ça peut être assez intéressant en fait, même d'avoir au niveau des parcours et de la projection en fait selon la typologie de contrat, si en fait ils se projettent ou non en fait après, je sais pas. Mais alors, de mémoire, c'était très logique, hein, le contrat plutôt temporaire, on était, les contrats hors CDI, les mêmes CDI et CDD longue durée, on était sur des recherches de logements temporaires en fait. Je me souviens des listes qu'on avait faites un peu plus maintenant. On avait imaginé un moment, mais on n'a pas été à cette étape-là, de travailler sur des personas, c'est-à-dire la typologie type du jeune ingénieur qui arrive, quel est son parcours, son logement. Bon, alors les entreprises qui sont la cible de cette enquête, en tout cas les répondants, sont pas toujours, c'est pour ça sont pas toujours au fait exactement des parcours logement. Voilà. Et bon, une fois que la solution logement est trouvée, pour eux, c'est fait. En tout cas, s'il n'y a pas de question de logement, à la limite, c'est pas leur préoccupation. Quand il y en a une, il faut qu'elle aboutisse. C'est pour ça que des personas, des profils un peu types étaient requis à un moment donné, qui pourrait être complémentaire à celui-là pour avoir. Surtout avec ce qui est indiqué, c'est avec plus de 6525 intérimaires. Quel besoin immédiat, comment on répond à ça? En fait, le sujet du diagnostic, c'est, et Alain l'évoquait, il y a déjà un plan d'action avec, il y a j'imagine, au-delà de la communication, il y aura des actions
pour répondre à ce besoin de parcours adapté. Et sur cette partie, il y avait le cabinet avec lequel Oloma travaille également. Adéquation. Adéquation, voilà, qui avait essayé de travailler, enfin, qui avait aussi réalisé une étude, Alain pourra peut-être en parler davantage, mais qui complétait un petit peu, et on arrivait à définir un petit peu en croisant les deux, à dire d'experts, on dirait, en croisant un peu les deux études aussi, à déterminer un besoin de logement, une typologie de logement qui ouvrait quand même un peu tout le parcours, depuis le logement SaaS jusqu'à des solutions d'accession qui permettent de s'ancrer sur le territoire. En fait, ce que les entreprises nous valorisaient également, c'est que c'était compliqué pour elles. Enfin, autant elles connaissaient leurs collaborateurs recrutés, mais elles n'avaient pas forcément de visibilité sur sa vie de famille. Un personnage, parce que c'était un collaborateur. Prise de parole souhaitée, là, Alain et Xavier. Oui, pour prolonger ce qui vient d'être dit. De toute façon, j'ai envie de dire, bon, quantifier de façon plus fine, bon, c'est toujours intéressant d'un point de vue de la connaissance statistique, mais j'ai envie de dire, sur l'aspect opérationnel et de répondre aux besoins au logement, j'ai envie de dire, à ce stade, enfin, grâce en tout cas déjà à ce niveau-là qui est proposé par l'étude, ça nous dit quoi? C'est que et puis ça corrobore ce qu'on sait du territoire. Effectivement, donc il y a la problématique de ces 10% de personnes qui arrivent de loin et qui ont besoin au premier jour de leur embauche d'être logées quelque part. Donc cette nécessité de trouver ce qu'on appelle effectivement des logements SaaS. Donc il y a deux opérations qui sont en cours de montage pour y répondre, j'y reviendrai. Et puis de toute façon, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un manque cruel de locatifs. Alors, locatifs intermédiaire que je mettrai en premier parce que effectivement, en général, un nouvel arrivant sur le territoire qui cherche qui a un contrat d'embauche, qui est salarié et qui arrive sur le territoire, de toute façon, il n'est pas prioritaire au logement social. Donc, la plupart du temps, il va chercher un locatif dans le parc privé. Donc, plutôt locatif intermédiaire parce que il peut ne pas toujours accéder au locatif libre. Même si aujourd'hui, je pense que le loyer libre doit être assez proche du locatif plafond Pinel et LLI, puisque la masse de ces logements-là, créés depuis 15 ans, commence à peser sur la statistique. Donc, Et pas c'est très bien loin là. du PLS non plus. Hein. C'est un petit peu au-dessus du PLS, oui. Mais en tout cas, on sait que c'est là où il y a un besoin énorme. Donc, de toute façon, il y a une priorité qui est mise là. Et de toute façon, ce qu'on est capable de faire ne suffira pas à répondre aux besoins complets. Donc, je veux dire, il y a qu'on le précise à 10 ou 5 ou 10%, ce besoin, de toute façon, voilà, il faut y contribuer. Et puis, bien sûr, toujours le locatif social, puisque l'enquête le montre aussi qu'il y a quand même un besoin pour des salariés qui sont avec des revenus plus modestes. Merci, Alain. On aborde ici une notion sur laquelle on reviendra peut-être, qu'on a peut-être peu traité, hein, Olivier, dans l'atelier, c'est celle de parcours résidentiel. C'est des sujets dont il m'est arrivé de parler avec Bertrand Moore aussi, hein, donc, que Olivier et Patrick connaissent bien. C'est pas simple d'imaginer maintenir tout au long du parcours résidentiel une occupation optimum des locaux et une adéquation entre le nombre d'occupants et la typologie des logements. Tout à l'heure, dans l'étude un peu plus haut, on voyait les personnes qui vont quitter leur emploi. Mais finalement, que deviennent-elles? A priori, il y en a un paquet qui reste sur le territoire. Que deviennent leurs logements? Que devient la question de la sous-occupation? Comment on peut recréer de la fluidité pour finalement utiliser la ressource en surface de logement au maximum? Je pense que ce sera aussi un sujet à creuser à un moment donné. Il faut se rendre compte qu'au début du parcours, c'est pas évoqué là, hein, mais le parc privé, l'initiative privée à Saint-Nazaire a généré des marchands de sommeil, je vais les appeler comme ça, hein, avec des chambres proposées à des prix assez importants, hein, des vieux immeubles reconfigurés pour accueillir des travailleurs délocalisés. Et c'est intéressant de regarder tout ce qui se passe dans l'offre quand il y a une pénurie d'offres. Tout à fait.
Là, un nouveau phénomène, c'est des maisons aussi qui sont achetées pour être découpées et louées à des travailleurs souvent détachés, mais pas que. Hmm. Et au travers de cette idée de parcours résidentiel et d'un autre territoire tout à l'heure, je proposerais d'ouvrir un tout petit peu un retour d'expérience sur Machecou, où je pense qu'il y a aussi un problème, et c'est pour ça Ouais. que je parlais des niveaux de loyer, entre un besoin identifié plus ou moins clairement, là l'étude est quand même assez précise et claire, et une adéquation entre l'offre, mais aussi la solvabilité des acquéreurs ou loueurs. Et finalement, est-ce qu'il y a sans doute un besoin de logement, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de solvabilité des habitants? Écoute, Céline Clairement. dit que c'est un des sujets traités, donc on va les laisser poursuivre, effectivement, mais ouais, oui, bah, on va. Donc, effectivement, bah là, pour répondre peut-être en partie questionnement, Karl, sur le logement temporaire, bah, quelle typologie, enfin, pour quelles raisons, effectivement, ce souhait est valorisé? Bah, pour transiter durant une période d'essai ou probatoire, effectivement, on va pas se lancer, c'est en logique, des périodes de CDD et d'intérim, et puis acclimatation aussi à la nouvelle région, c'est pas forcément évident de se lancer, de s'ancrer sur le territoire sans connaître, sans justement le connaître. Alors, nous avons interrogé ensuite l'autre thématique, c'était de comprendre l'impact des questions de logement sur les difficultés de recrutement. Lorsque les entreprises recrutent, quelles sont les problématiques qu'elles rencontrent et du coup, lorsqu'elles ont besoin de recruter des collaborateurs, ce qui a été valorisé, c'est surtout le manque de candidats sur le bassin d'emploi, donc une nulle adéquation entre les postes proposés et puis les profils présents déjà sur le périmètre, la difficulté à se loger et aussi les sujets de mobilité résidentielle, la difficulté à se déplacer pour rejoindre son lieu de travail. Alors ça peut être vrai sur des secteurs un peu plus ruraux, mais voilà, il y a des problématiques de mobilité douce. Je ne sais La pas s'il y a une difficulté slide correspondante, mais a priori, il y a un décalage entre ce qu'on Ouais. entend et la slide. Ah mince. Non, on ne voit pas du coup. Ah. Bon, bah alors, j'attends que ça s'affiche. Non, Non. continue, on va. Qu'est-ce que tu as? Ouais, moi, j'ai posé. Voilà, ça, C'est bon? Ah ouais, là, il y a un décalage. Donc, la difficulté de se loger arrive en 3e position. Et la problématique majeure qui est mise en exergue, c'est le manque de candidats sur le bassin d'emploi local. Donc, inadéquation entre les profils recherchés et les profils existants. Oui. Ah, je pensais que j'avais une nouvelle sur génétique. Non? C'est le dernier? Ah bah oui, finalement, je me disais bien, il y en avait une. Alors, les problématiques liées au logement des salariés. Donc justement, pourquoi Voilà. c'est quoi? Non, non, non. Ah, Si, il y en a. On va la remettre, voilà. Ouais, c'est bon. Ouais. Donc pour répondre bien, à vos observations, et effectivement, les entreprises, certaines ont exprimé le fait qu'elles se sentaient très concernées et concernées par l'insuffisance de logements sur le territoire, par le coût de l'accession à la propriété, par le montant des loyers. Donc on y est, la cherté, l'inadéquation avec la solvabilité des profils. Donc effectivement, c'est un constat. Alors, pas dans la solution, mais dans le constat, mais effectivement, c'est avéré. Donc ce sont les trois principales problématiques qui ont été. Vraiment surprenant. L'insuffisance de logement, Bien sûr. le coût de l'accession et le montant des loyers. Même si Alain le rappelait, la question du manque cruel de logements intermédiaires avec des dispositifs comme le Pinel, on arrive à des loyers à peu près identiques maintenant, mais oui, on savait que c'est bien pour ça qu'on s'est mobilisé. C'est que l'insuffisance de logements pour répondre à la problématique nécessite qu'on en construise plus. Parce que l'une des conclusions à laquelle on arrive, c'est pour loger, il faut construire. Pardon de cette la palissade. C'était ma dernière slide. Ah, Voilà. peut-être Alain, tu évoquais un plan d'action
peut-être peux-tu nous en donner quelques exemples d'actions qui ont pu être engagées ou qui vont intervenir? Ok. Déjà, le premier élément en termes d'action sur lesquels je vais venir, c'est déjà un constat, c'est-à-dire que on a le constat d'environ de près de 900 logements euh, qui de la comment dire prévus en construction par des opérateurs privés, promotion privée principalement, qui sont aujourd'hui en difficulté, c'est-à-dire soit qui restent en attente d'un engagement de pré-commercialisation parce que les opérateurs sont conscients que ça ne va pas aboutir ou ça va engendrer des coûts, soit ont engagé cette pré-com et sont effectivement en difficulté là véritablement et n'arrivent pas à atteindre la garantie financière d'achèvement, enfin le niveau permettant la garantie financière d'achèvement. Ou alors, voire sont en construction et voire certains livrés, et pour autant, il y a un certain nombre d'invendus. Et donc, quand on additionne tout ça, ça fait quasiment 900 logements. Sachant que dans ce stock, entre guillemets, on avait aussi des logements qui avaient été achetés en VFA par nos bailleurs sociaux. Et donc, du coup, on se retrouvait avec, de mémoire, environ 150 logements locatifs sociaux qui étaient également bloqués. Et donc, en début d'année, donc les élus ont voté ce que nous, on a appelé un plan de soutien, parce que je crois qu'à Nantes, c'était plan de relance. Donc, un plan de soutien donc, qui a d'une part, permis de financer, enfin d'aider les bailleurs, principalement notre bailleur communautaire, à financer l'achat de complémentaires de logements dans ces opérations, donc des achats en PLS, permettait un niveau d'acquisition plus élevé, donc qui permettait de rencontrer l'assentiment et des promoteurs par rapport à leurs équilibres. Encore que pour certains, même ça ne suffisait pas. Mais en tout cas, ça m'a permis d'acheter plus d'une cinquantaine de logements qui a permis, dans certains cas, d'atteindre le niveau de GFA, là. Et donc, ça y est, des opérations qui ont pu être engagées en construction. Donc, ce qui va déjà débloquer. On a estimé environ plus de 120 logements locatifs sociaux par ce biais. Et puis ensuite, on a aussi des opérations qui étaient en logement social qui était elle-même bloquée, donc dont on les a annulés quasiment, on a annulé la subvention historique qui avait été vue, et on a donc remonté l'opération avec les bailleurs sur le nouveau dispositif d'aide au logement social qui a été adopté il y a 1 an et demi. Et qui là, du coup, ayant été revalorisé, permet cette fois de débloquer les opérations. Donc, dans tout ça devrait permettre de débloquer environ 250 logements, donc environ 150, 170 logements sociaux, et du coup, autant de logements libres ou en accession abordable. Donc ça, c'est quand même un premier volet qui est pas négligeable et qui mobilise quand même un financement conséquent de la collectivité. Le deuxième volet, comme je disais, le manque le plus flagrant, c'est celui du locatif, je dirais intermédiaire, qui est vraiment la cible pour les jeunes actifs qui arrivent sur le territoire avec un CDI ou un CDD. Et donc, on a pu, et là, c'est tout le travail le partenarial qu'on peut avoir avec Action Logement, puisque donc Action Logement a mobilisé sa filiale Inly, hein, donc qui est le plus gros investisseur et gestionnaire de logements locatifs intermédiaires en France, donc qui jusqu'alors n'intervenait pas sur le Grand Ouest. Et donc, du coup, comment dire, le président d'Action Logement a demandé à Enli d'intervenir jusque Saint-Nazaire, puisque sinon je crois que Saint-Nazaire faisait pas partie des territoires sur lesquels Enli serait intervenu sinon. Et donc là, d'ores et déjà, on a eu une première réservation
un premier contrat de réservation avec un promoteur pour 96 logements, donc qui en plus nous débloque une opération d'aménagement portée par l'AGLO, et donc qui va derrière débloquer des opérations en BRS et d'autres opérations en promotion privée libre. Donc ça, c'est un effet levier important. Et puis là, en ce moment, Inly donc, est en négociation avec 2 autres promoteurs sur trois opérations qui devraient permettre, si cela aboutit, hein, on n'en est pas encore là, mais bon, si cela aboutit, à une autre centaine de logements qui devraient être ainsi débloqués. Donc déjà, rien que ces 2 actions-là, ça permettrait un déblocage d'environ 450 logements, c'est-à-dire à peu près la moitié, ce qui est quand même pas négligeable. Voilà. À l'horizon donc de 2 ans, le temps des constructions, quoi, 2 ans, 2 ans et demi. Donc ça, c'est, je dirais, un peu le court terme pour déjà décanter, entre guillemets, la situation de blocage dans laquelle on est. Alors après, là où il reste une difficulté que là, on ne sait pas résoudre, c'est qu'on le voit, c'est que sur des opérations déjà engagées en construction, voire livrées, quels sont les logements qui restent à vendre? Ce sont en général les grands logements, T4, T5, qui sont souvent les logements bloqués. Et là, on n'a pas de solution parce qu'y compris pour le logement locatif social, c'est pas là où la demande est la plus forte. Donc, même les bailleurs sociaux sont plutôt à devoir faire du T2, T3, puisque en plus, le parc locatif social historique, c'est du T4, T5. Donc, voilà. Donc là, il y a un sujet qui demeure et car pour l'instant, on ne sait pas résoudre. Voilà. Ensuite, autre type d'action, là, pour s'inscrire, je dirais un petit peu plus dans la durée, parce que comme en complément de l'étude hein, qui donnait une vision à 5 ans, bon, c'est normal, les entreprises vont pas s'engager ou pour donner des chiffres guère au-delà, mais bon, on a quand même une visibilité à plus de 10 ans aujourd'hui sur le territoire par rapport au cahier de commande industriel. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas juste pour 3-4 ans, quoi. Donc, à partir de là, on a essayé de trouver une solution. Donc, on est engagé dans la constitution d'une foncière logement, donc où l'enjeu vise à essayer là pour le coup, de créer des effets leviers avec un tour de table public-privé, j'ai envie de dire. Parce que les fonds publics, ils vont pas aller en se développant, puisque, pour donner juste une petite illustration, le prélèvement de l'État sur la communauté d'agglo prévu pour 2026 en l'état actuel du projet de loi de finances, parce que ça change assez régulièrement, mais en tout cas les actuels, c'est 6 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'on perd 6 millions d'euros par rapport à nos moyens d'action pour l'année prochaine. Donc déjà, on nous demande de réduire les budgets, donc on n'est pas en phase d'augmentation. Donc ça, c'est par rapport à la problématique qui est celle qui nous préoccupe ce matin, c'est vrai que ça vient à l'encontre, je dirais, des dynamiques qu'on pourrait apporter, parce que même sur cette foncière logement, bon, bien sûr, l'enjeu va être de voir comment on mobilise le tour de table. Alors, quelques grands donneurs d'ordre ont donné, pour l'instant, je dirais, un accord de principe pour y participer. Mais bon, à eux seuls, ils ne suffiront pas. Donc, il faudra l'élargir. Et puis, le premier, même si on dit que ça va constituer un effet levier important à la levée de fonds donc, de notre SEM d'aménagement, mais dans la SEM d'aménagement, l'actionnaire à 50%, enfin 49%, c'est l'AGLO. Et avec cette ponction financière de l'État, c'est même pas sûr que on ait le feu vert pour apporter les fonds de l'AGLO à cette foncière. Donc, puisque là, on était encore en réunion hier avec le bureau d'études pour affiner le modèle économique qui devrait être stabilisé là juste au retour des vacances de Noël, parce que finalement, il est un peu plus tendu qu'on l'imaginait. Donc, on revoit un peu les hypothèses. Donc, mais ça, bon, c'est à l'horizon. Si tout va bien, elle se créerait à l'automne 2026. Et donc, aurait ses premiers investissements, je dirais, fin 2026 ou plutôt début 2027. Donc là, on s'inscrit, je dirais, dans une optique de moyen terme. Voilà.
Quelle est la Euh, composition, Alain, du tour de table, parce que tu évoques donc la SEM, je traduis la Société d'économie mixte et la SONADEV. oui, Et donc là, quand tu dis il y a une interrogation sur la participation de la GLO, qui est à 49% majoritaire au capital, c'est-à-dire qu'il était envisagée une augmentation des fonds propres de la SONADEV, avec une c'est ça. augmentation de la part sociale de la collectivité. Mais est-ce qu'il a été envisagé dans l'étude, là, je ne sais pas qui la réalise, c'est sans doute un expert Ouais, du c'est montage. Ernst Young, c'est EY. Ouais. Ok, c'est ça, c'est EY, de l'économie mixte. Est-ce que on va vers des augmentations de capital des autres partenaires au capital de la SEM, je pense les partenaires Bah oui, bancaires, le pool évidemment, banquier, ok. évidemment. Et est-ce que les entreprises du territoire, tu parles des quelques donneurs d'ordre, mais je crois me souvenir qu'on avait échangé sur un courrier adressé aux acteurs du Mm. territoire. Quel retour il y en a eu, au-delà des grands donneurs d'ordre, dont je pense à 16 entreprises qui sont constatées dans l'étude Mm. présentée par Action Logement, celles qui avaient répondu en tout cas. Mm. Est-ce qu'il y a ce pool privé d'entreprises, est-ce qu'il est constitué? Pas du tout. D'accord. Ah non, de toute façon, c'est pas la peine d'aller rencontrer des entreprises tant qu'on n'a pas stabilisé un modèle économique qui est, j'ai envie de dire, présentable. Parce que si effectivement, parce que j'ai envie de dire, les entreprises, alors justement, c'est là où on va naître. Alors peut-être certaines vont dire, bah nous, l'apport en capital qu'on va mettre, on n'en attend pas. Une rentabilité qui est pour effectivement gagner de l'argent, mais au moins, à tout le moins, de ne pas en perdre. Ouais. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis peut-être, certaines autres considéreront que, ben, et ce sera leur comment dire, directeur financier qui peut-être nous indiqueront ça, qu'ils attendent un retour sur investissement à minima autour de ça. Donc, ça veut dire qu'il faut que le modèle économique, il intègre aussi cette dimension-là. Et donc, ce qui serait... Alors, pour l'instant, en termes d'hypothèse, parce que on va faire on est en train de mettre deux scénarios par rapport à la hauteur du capital nécessaire. euh, pour voir comment ça joue sur le modèle économique dans la durée, et justement sur le TRI, hein, qui est un peu Ouais. l'élément clé. Donc, c'est en gros, on serait sur une logique à peu près de 3 tiers, où on aurait un tiers qui est donc de la SONADEV, donc au travers de la Société en action simplifiée qui sera créée pour l'occasion, pour cette foncière, filiale donc de la SEM, SONADEV, avec à due proportion collectivité et puis pool des actionnaires déjà présents, bancaires essentiellement. Et puis ensuite, un autre tiers où on est assez confiant sur l'engagement de la Banque des Territoires. Et puis le dernier tiers, ce serait les acteurs privés, entreprises, aux banques en complément ou autres. Et puis après, il y a aussi la question de est-ce que c'est apport en capital, est-ce que c'est en compte courant d'associés. C'est encore des subtilités qu'il nous faut préciser avec le bureau d'études, hein. Là, ça sort déjà un peu de mon domaine de compétences. Mhm. Et puis Titre après, la question. participatif, éventuellement. Bah, peut-être, oui. Là, j'avoue que je maîtrise moins. Et puis, Juste une aussi, suggestion, hein. bah, est-ce qu'il y aura, juste je termine, excusez-moi, je vous Oui, laisse bien sûr. poser des questions. Et puis après, derrière, est-ce qu'on aura aussi d'autres apports, type subventions fonds propres? Et là aussi, bah, on a des échanges avec Action Logement sur ces questions, là aussi, sur la Mhm. participation éventuelle et modalité de participation éventuelle d'Action Logement sur cette foncière. Voilà. Donc, tout ça est en cours de construction. Là, j'espère, mi-janvier, pourra enfin présenter quelque chose et avoir le go-no-go pour faire le tour de table. Xavier, à Euh, toi, et puis Oui, je Xavier, pense excusez-moi. qu'Olivier. Non, pas de problème, je croyais que c'était terminé. Alors, pour avoir quelques actions en partenariat avec la Banque des Territoires, elle demande des taux de rémunération qui sont tout à fait acceptables pour une entreprise qui voudrait placer de l'argent. Donc, je pense que solliciter les entreprises, ça doit pouvoir marcher si c'est aux conditions de la Banque du Territoire.
que je connais. Peut-être qu'elle fait des meilleures conditions pour une foncière dans une SEM. Peut-être il y a intérêt à interroger les banques, parce que j'imagine la SEM ne pourra pas le porter, sur d'autres modes de placement des entreprises locales. Quand on a de la trésorerie à placer en local, mais par contre, il faut savoir gérer ces flux qui sont assez rapides. Je pense que si on dit que la trésorerie, elle sert l'économie locale pour venir financer des logements un peu en mode CDC, puisque la Caisse des dépôts et consignations, ça brasse en permanence, il y a des entreprises qui flécheront sur le logement local. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité des entreprises à se mobiliser dans quelque chose qui est assez simple pour elles, déposer de l'argent à plus ou moins longue échéance, on le fait tous les jours en entreprise, et s'engager parce qu'on a une contrepartie qui est le développement du logement local. Et je pense que les DRO peuvent être un levier pour ça, notamment. La CCI aussi. Écoute, c'est intéressant et avant de passer peut-être à... tu voulais intervenir, Olivier? Non, alors je voulais intervenir pour dire que effectivement le sujet il est éminemment intéressant, les réflexions autour de l'engagement des entreprises, comment on arrive à le formaliser, à formaliser un tour de table public-privé sur ces enjeux d'économie locale et de retour d'investissement sur du très local. Ça c'est vraiment un enjeu. C'est un enjeu qui est très fortement réfléchi côté Action Logement. Au-delà de tout ce qu'on fait sur le parc social, le parc intermédiaire, Action, Alain en a parlé, nos premières expériences sur le complément de nos investissements en parc social sur du parc abordable d'origine privée, qui sont nés avec les loués pour l'emploi, avec Action Cœur de Ville et loués pour l'emploi. Je rappelle que Saint-Nazaire est une ville à Action Cœur de Ville aussi, nous amène maintenant à réfléchir à ce type de dispositif aux côtés d'acteurs, d'une collectivité d'acteurs. Donc, le modèle Action Logement n'est pas encore arrêté, il est en cours de réflexion, mais il se nourrit des remontées de terrain, et notamment celle-là, et c'est pour ça qu'on a, sur cette dynamique nazérienne, qu'on a aussi attiré nos dirigeants pour qu'on s'engage vraiment sur le dispositif. Voilà, ces réflexions-là, le parc privé en complément, la mobilisation du parc privé en complément du parc locatif social, comment on peut avoir un investissement qui soit économiquement intéressant et socialement utile, comment on peut sécuriser la relation ensuite avec le locataire salarié, éviter que l'entreprise soit en première ligne. C'est aussi le dispositif, l'USAL, les garanties, loué pour l'emploi, c'est aussi ça l'objet, c'est de faire le lien entre l'entreprise et le salarié, mais pas d'avoir une relation directe qui pose toujours des questions et des complexités. Donc c'est ce modèle-là que l'on creuse, et on a un outil qui s'appelle la PSEC, participation supplémentaire des entreprises à l'effort de construction. C'est un levier réglementaire qui existe, qui permet aujourd'hui, si je veux simplifier, à des entreprises non assujetties ou à des établissements non assujettis de bénéficier des services et des aides d'Action Logement. Ça peut être par exemple un CHU, une collectivité, un établissement public. C'est aujourd'hui globalement les principaux utilisateurs. Ils ne sont pas assujettis à la PEC, mais ils ont des besoins de salariés. Donc ils investissent, versent une PSEC qui leur permet de bénéficier de services. Des services pour leurs salariés. Les dispositifs classiques. USAL, voilà, exactement, le locatif. Aujourd'hui, la réflexion permet de terminer parce qu'ensuite je vais pouvoir aller à une autre réunion. Les réflexions autour de la PSEC, c'est donc le dispositif réglementaire existant, comment on peut développer une offre un peu plus sur mesure pour les entreprises, sur des dispositifs d'accession, de rénovation de logements et de solutions logement locatives abordables, pour développer une offre complémentaire qui soit accessible via de la PSEC. La PEC reste le socle de nos financements. La PEC, c'est 1,8 milliard. Ça reste le socle de nos financements. Mais
écoutant les entreprises, voyant les initiatives qui se réalisent et les besoins de l'entreprise, comment on peut aller plus loin sur une offre de service qui est en train d'être mis en place pour pouvoir justement faire le lien avec ces besoins plus spécifiques, plus sur mesure des entreprises. Peut-être, Alain, une question, parce que l'initiative, la deuxième initiative portée par Patrick Fontaine, c'était d'être dans une logique de mobiliser des entreprises autour d'un club deal. Je pourrais laisser Patrick le préciser par ailleurs, mais est-ce qu'on pourrait être des héros et quelques-uns autour de la table à auditionner dans le cadre de cette étude pour porter un modèle, parce que on présente, et moi j'ai assez tôt, avec Patrick, on a fait le tour notamment avec Philippe Jusserand à la Banque des Territoires, et puis avec Olivier Ramé, on porte une initiative qui est justement de favoriser la création de foncières territoriales adossées au SEM, mobilisant des acteurs locaux. Est-ce qu'on pourrait être auditionné par EY pour montrer un peu les solutions qui ont été imaginées justement sur la mobilisation des entreprises et surtout le modèle de l'accession à la propriété avec cette start-up qui vient, peut-être parmi d'autres solutions, qui vient répondre peut-être à un besoin de manière plus rapide. Parce que on a une foncière, on peut s'adosser à une SEM, etc. Est-ce que ça serait envisageable d'être de rencontrer l'équipe qui fait cette étude pour le compte de la Sonadev et de Saint-Nazaire, et puis de vérifier comment au sein de DRO, à l'instar de ce que disait Xavier, comment on pourrait partager la problématique d'entrée au capital en fait de cette foncière territoriale. Bah, moi, je suis tout à fait ouvert, hein, il n'y a aucun souci. Après, moi, comme je suis pas moi, là, pour le coup, je ne suis. Ah oui, alors je vais devoir vous quitter par contre, parce que je De toute façon, suis il nous reste appelé 6 sur une minutes, à peine autre. 6 minutes. Voilà, en tout cas, j'ai dit oui. Oui, alors si ce n'est que comme je décide pas tout seul, puisqu'en plus l'étude elle est financée par la Banque des Territoires, donc c'est eux le maître d'ouvrage. Et puis c'est dans le lien aussi avec la task force, donc il faut que je reboucle avec Ouais, le groupe c'est, projet qui pilote cette étude. Mais bon, moi, en tout cas, de mon point de vue, bah, oui, je suis tout à fait ouvert à ça. sachant Puisque, que enfin, ça serait malvenu, de toute façon, dans le contexte, d'écarter les propositions et les bonnes idées. Donc, oui, sachant la que réponse solution. est de Ok, oui, de principe. Oui. d'accord. Parce que la Banque des Territoires soutient l'initiative Néo-Proprio en Île-de-France. Néo-Proprio et Olivier, son directeur général, s'il est là, c'est parce que la Banque des Territoires accompagne aussi la lecture au niveau des grandes régions. On a eu un rendez-vous en Occitanie, on va en avoir un à Montpellier, on en a un autre à Lyon, et on voudrait multiplier cette capacité à partager. Donc autant qu'on puisse, et c'est à l'initiative d'ailleurs de Philippe Jusserand qui, je me permets, Patrick, de rappeler qu'il nous avait dit qu'il fallait un TRI républicain. Salut, merci, on se rappelle, ouais. Voilà, donc nous, on est à disposition, DRO est à disposition pour mobiliser des entreprises qui peuvent passer dans cette foncière directement. Et puis, l'idée, c'est que DRO qui a porté à un moment donné la sensibilisation autour de solutions un peu d'innovation pourrait permettre à cette solution qui est Néo-Proprio de pouvoir répondre à un segment du besoin. Et puis, pour compléter, on avait, Olivier vient de partir, mais avec Olivier Ramé, on avait rencontré Olivier Rico, le patron d'Action Logement Service, et qui avait été très intéressé par la solution que l'on proposait et que l'on propose. Et donc, ça me paraîtrait assez utile de faire sur Saint-Nazaire une expérimentation et voir par ailleurs, comme c'est l'intérêt de la SEM, c'est qu'elle peut ne pas mettre, et la collectivité n'a pas besoin peut-être de mettre des fonds en capital nouveaux. Il y a du foncier. Est-ce que le foncier pourrait être un apport en capital? Il y a du foncier public maîtrisé qui permettent de réaliser ces expérimentations assez vite, délai d'instruction et de construction.
On est à disposition et la Banque des Territoires s'est excusée, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais ils ne pouvaient se rendre disponibles, mais ils étaient OK sur le principe de pouvoir échanger sur cette étude et sur les préconisations, mais plutôt fin janvier, début février. Donc, on a là une opportunité. Et chez EY, tu sais quel est l'interlocuteur qui porte cette étude? Ah, c'est Monsieur Vincent Durand, mais D'accord. euh, Non, mais j'attends que si tu peux ouais, nous ouais, mais relayer oui, notre bah, j'en attente et parle, puis on s'en reparle OK, là avant de partir en vacances là. Oui. Tout à OK. fait. Bon, là, je suis vraiment désolé parce on relance Merci. encore Et parce que puis, je vais devoir prendre la parole sur une autre réunion. Donc voilà, je suis merci de t'être rendu disponible. On avait calé cet Merci. échange ensemble et on se reparle rapidement. Merci à Oui, toi. très bien. Oui, on se rappelle. Ouais, merci. 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 On avait dit 10 heures maxi, il est 10h moins 3. Est-ce qu'il y a des réactions autour des micros, Olivier, Patrick? Moi, je voulais juste dire que chez Action Logement, on a aussi été, je dirais, lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt que le groupe Action Logement avait lancé en milieu d'année, justement sur les dispositifs de logement abordable, et que ça a été entériné au sein de leur conseil d'administration, là, il y a une quinzaine de jours. Donc, Néo-Proprio est également, on va dire, une contrepartie éligible chez Action Logement. Et du coup, on a des deux côtés, quoi, Banque des Territoires et Action Logement, une validation maintenant de nos partenariats. Et donc, on pourrait tout à fait avancer en intégrant Néo-Proprio à côté de ces deux opérateurs, quoi. Peut-être Patrick? Oui, mon sentiment au travers de ce que j'ai entendu, c'est que c'est certainement là aussi une solution hybride qui est à proposer parce que derrière, monter une foncière locale dans son modèle traditionnel en étant but au TRI, grosso modo entre les lignes, c'est ce qu'a expliqué Alain Bette, alors que Néoproprio, qui est un complément de solution, peut permettre du coup de booster ce TRI pour là aussi, tout en restant sur des TRI républicains, j'aime bien ce terme, avoir d'abord plus de logements, puisque Néoproprio, c'est 2 logements au lieu d'un en termes de financement. Donc, et avec un TRI qui peut être un peu plus intéressant. Puis sociologiquement aussi, apporter une autre solution. Donc, si on arrive effectivement à, à pousser la réflexion, parce que là, aujourd'hui, elle est, semble-t-il, en but sur le modèle économique. C'est ce que j'ai entendu, quoi. C'est ça. Alors qu'il y a des solutions. On va faire notre travail de proximité avec les acteurs locaux. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres prises Xavier, peut-être pour conclure en un mot, parce que je crois que toi aussi retenu à 10 heures. Ouais, non, rien, juste remercier tout le monde. Merci à toi, Olivier, d'avoir monté cet atelier. C'était très enrichissant et je rejoins Patrick. Là, il faut aller trouver ensemble des solutions économiques et des TRI républicains pour faire une démonstration à l'échelle locale. Ça, c'est clair. C'est ce que nous allons continuer de pousser. Merci Karl d'être venu jusqu'à nous. C'était sympa. On aura l'opportunité, on a convenu avec Cédric et sans doute on verra avec Patrick comment on peut pousser les solutions. Merci vraiment Céline d'être, malgré ce petit sujet de connexion dans nos locaux qui devient un frein à la qualité du travail. Merci Lilo pour l'organisation. Tu as appris plein de choses ce matin sur des sujets très complexes mais très intéressants. C'était enregistré, donc ça sera diffusé. On fera un petit compte-rendu avant de le diffuser pour inciter les gens, parce que la principale conclusion, c'est que c'est le diagnostic posé justifie que des actions soient mises en œuvre. Parmi les actions, il y en a qui sont déjà engagées avec Action Logement, INLI notamment, mais il y a cette solution de foncière territoriale qu'on portait au sein de DAN qui commence à trouver un début de concrétude et il faut qu'on aille plus loin et plus vite pour apporter une solution
aussi rapide que possible parce que la problématique à 2 ans, elle est majeure. Il y a quand même un nombre important de création d'emplois potentiels et il faut qu'on règle le problème du logement puisque, comme le disait Alain, il y a des situations de blocage. En tout cas, ravi d'avoir initié cela. On va le conclure sous ce modèle. On en rendra compte à l'Assemblée générale. En tout cas, je crois que des dirigeants d'entreprise vont être sensibilisés plus largement que ceux qu'on avait touchés jusqu'alors et que la solution d'un club deal pourrait les intéresser, à condition évidemment que le modèle économique soit là. Voilà. C'était l'idée il y a quelque temps et elle se confirme, elle se conforte par des diagnostics. Maintenant, il faut passer à l'action. On va essayer d'y contribuer au cours de l'année 2026. En tout cas, merci Olivier, merci Xavier, bonne journée, merci Patrick. Joyeux Noël à chacun. Merci Olivier, mais oui, bonne fête à tous, à bientôt. Voilà.